Commémorer le 11 novembre 1918, c'est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la démocratie, de la liberté et aussi celle de pacifisme. C'est également espérer, à travers leur engagement dans un avenir que l'on souhaite toujours meilleur et solidaire. Tout au long de ces combats, les soldats des deux camps montreront leur désespoir, leur refus de cette guerre. Les commandants français, devant cette colère, pour masquer leurs responsabilités, ont convoqué des conseils de guerre qui provoquèrent 2500 condamnations de soldats à être fusillés pour l'exemple, dont 639 furent fusillés, les autres déportés. Dès le lendemain de la guerre, la RAC, qui venait d'être créée avec d'autres associations, exigeait la réhabilitation collective de tous ces fusillés pour l'exemple. Le 16 avril 1917, le commandant en chef de l'armée française, le général Nivelle, lance l'une des plus grandes offensives de la Première Guerre mondiale, celle du chemin des Dames. Cette offensive, qui vise à percer les lignes allemandes, est un parfait échec. En 10 jours seulement, 30 000 jeunes Français vont mourir, fauchés par les mitrailleuses allemandes. Beaucoup perdront la vie sur le plateau de Craonne, une vaste pente abrupte précédée d'un marais sans fin. Après cette énième débauche d'absurdité et de barbarie, les hommes, les poilus, les troufions imagineront une chanson pour dénoncer leur sacrifice vain et inexorable. C'est la chanson de Craonne, écrite après le chemin des Dames, et dont je vous livre ici quelques lignes. C'est bien fini, et pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien. Nous autres, pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour remplir les poches de ces messieurs-là. Ces paroles simples des soldats disent l'essentiel. La guerre n'est pas seulement une immense boucherie. Elle porte en elle la marque d'une immense injustice sociale. Car ceux qui vont mourir, ces jeunes à peine sortis de l'adolescence qui vont connaître les rats, le sang, la perte de leurs frères, la boue, les poux, la faim, les blessures irréparables, la haine, ne sont pas ceux qui ont décidé le combat. Ceux-là sont ailleurs, souvent au chaud, ces gouvernants et industriels qui ont envoyé la jeunesse de France mourir pour rien. Le 24 février 2022, 105 ans après le chemin des Dames, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. À l'heure où je vous parle, des milliers de soldats russes connaissent à leur tour la boue, le sang, la perte de leurs frères et les blessures irréparables. Comme les soldats de 14, beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils font en Ukraine, dans ce pays frère et si proche. Comme en 14, ils meurent pour d'autres, par la folie de ceux qui rêvent encore des empires perdus et s'imaginent un destin glorieux de conquérants. Hier comme aujourd'hui, le visage de la guerre est le même, celui de l'absurdité, de l'ignominie et de la bêtise humaine. Par notre parole, par nos actes, il nous revient de défendre sans cesse la paix contre la bêtise qui n'est jamais loin. Plus jamais la guerre. Plus jamais ça. Bien entendu, nous ne pouvons nous contenter d'un slogan. Exiger la paix suppose de tirer les leçons de l'histoire. Apprenons d'abord que la guerre n'est jamais une fatalité. À la veille du premier conflit mondial, des forces pacifistes des deux côtés du Rhin s'employaient encore à l'éviter. Jean Jaurès en était une figure emblématique, et c'est pour cela qu'il fut assassiné le 31 juillet 1914 par un militant d'extrême droite. Mais le pacifisme a survécu à Jaurès, et il est d'une actualité brûlante. Partout dans le monde, là où la guerre menace et là où elle se déploie, là où le choc des empires semble inéluctable,
là où les égos des tyrans nous mènent à la catastrophe. Des femmes et des hommes travaillent pour la paix. Ils ne sont parfois qu'une poignée, ils sont parfois plus nombreux, mais toujours ils risquent leur vie. Soutenir ces militants, leur apporter notre solidarité encore et toujours, c'est leur donner les moyens peut-être d'empêcher ou de conclure une guerre. Apprenons ensuite que la guerre n'est pas produite ex nihilo. Elle est le fruit d'une frénésie nationaliste entretenue par des dirigeants irresponsables. Mais ce que Jaurès nous apprend encore, c'est qu'incriminer le nationalisme ne suffit pas. Encore faut-il comprendre le terreau dont il se nourrit. Ce capitalisme qui, disait Jaurès, porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Le demi-siècle qui précède 1914 est marqué par un capitalisme débridé. L'accumulation sans borne des profits entre les mains de quelques-uns se ferait au prix de crises toujours plus intenses et de l'exploitation de cohortes de miséreux. Les nations se livrent une concurrence toujours plus féroce pour l'accès au marché et aux matières premières. C'est cette guerre économique, sans pitié, qui donne naissance au cauchemar de 14-18. Aujourd'hui, la guerre économique est revenue dans le monde. Il nous faut trouver les moyens de la juguler avant qu'elle nous dévore. Il nous faut trouver un chemin d'espoir à travers les crises sociales, écologiques et démocratiques qui font trembler nos sociétés. Il n'y a que par un déversement de fraternité que nous pourrons peut-être éteindre la braise qui alimente le feu de la guerre. Pour conclure mon propos, je laisserai parler encore une fois le grand Jaurès. Il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples. C'est abolir la guerre économique, le désordre de la société présente. C'est de substituer à la lutte universelle pour la vie, qui aboutit à la lutte universelle sur le champ de bataille, un régime de concorde sociale et d'unité.